Venez s'asseoir. Bien, bonsoir, je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors bonsoir à toutes et tous, Jean-Gia de Chambéret, bonjour. Vous êtes une traductrice, éditrice, journaliste franco-britannique, ainsi que promoteur de la littérature étrangère basée à Londres. Vous avez traduit des auteurs comme Olivier Guèze et Gérard Garouste. Au début de votre carrière dans l'édition, chez Quartet Books, vous avez publié des ouvrages d'auteurs francophones tels que Tar Benjeloun, Annie Ernaux, Elisabeth Barillet, Simon Leys, Juan Goy-Tizolo, Daniel Péanac, entre autres. En 1997, vous avez fondé l'agence Book Blast. Aujourd'hui, vous travaillez davantage en tant que lectrice pour divers éditeurs plutôt que comme agent. Enfin, ce dont nous allons parler ce soir, vous êtes l'exécutrice testamentaire de l'écrivaine voyageuse Leslie Blanche. Vous lui avez consacré un nouvel ouvrage fort intéressant que voici. Leslie Blanche, une femme, deux hommes, publié aux éditions Hérodios et traduit de l'anglais par Daphné et Henri Bernard. Donc nous allons parler de ce sujet ce soir. Alors, pour commencer, Georgia, quel rapport avez-vous avec Leslie Blanche ? Eh bien, d'abord, bonsoir. Merci d'être là, tout le monde. C'est magnifique. Donc, Leslie adorée, c'était ma marraine. Elle a connu ma mère à New York après la guerre. Ma mère était mariée aussi avec un Russe, il était russe-polonais. Donc, c'était deux femmes anglaises avec des maris russes, immigrées à New York. Ils vivaient dans le quartier hongrois, in Manhattan. Et puis donc, elles étaient copines. Ma mère s'est mariée 3 fois. Son troisième mari, c'était mon père. Et donc, Leslie est devenue ma marraine. Et ça, à ce moment-là, elle était à Paris, avenue Mozart. Je pense elle s'était divorcée. Elle était divorcée. J'ai photo d'elle, même à mon premier anniversaire. Et comme je travaille dans l'édition, à un moment donné, et ça, j'ai écrit ça à son décès. J'étais en train de l'aider un peu avec ses mémoires, parce qu'elle a eu une longue vie. Donc, je sais que, Romain Gary, tout le monde s'intéresse à ça, mais quand même, c'est 18 ans. Et elle a vécu 103 ans. Et justement, ce livre, son premier grand amour, c'était donc Commissaire Jevski, ce grand metteur en scène, ami de Diaghilev et les ballets russes et tout ça. Donc, un monde incroyable. Et après son décès, j'ai découvert il y avait tout son portfolio d'artistes, parce que sa première carrière, c'était dans le théâtre. Et at the MoMA, the Museum of Modern Art in New York, en 1934, il y a une énorme exposition, le théâtre contemporain des années 30 de l'Europe. Et donc, il y avait tous les artistes qui avaient fait des rideaux, les mises en scène et tout ça. Donc, il y avait Derain, Picasso et tout le monde. Et Leslie. Donc, il y avait 8 croquis de Leslie, donc avec Commissaire Jevski. Donc ça, j'étais fascinée. Et malheureusement, elle est décédée avant qu'on a pu finir ses mémoires. Donc, en tant que, comme je suis, rédactrice, éditrice par formation, je me suis débrouillée, basée sur les conversations qu'on avait eues, de créer ces mémoires publiées par Alice à la table ronde, Croquis d'une vie de bohème. Quelle fut l'éducation de Leslie Blanche à Londres ? Sa mère, il me semble, était féministe, elle admirait les suffragettes. Alors, elle sortait d'un milieu quand même assez bourgeois. Chiswick, c'était la banlieue à l'époque londonienne, mais sympa quand même, à côté de la rivière. Et donc, mais le père était assez renfermé sur lui-même. Je crois qu'il était antiquaire. Donc, c'était sympa, mais pas... Je crois, elle rêvait toujours de fuir la banlieue. Et la mère était, on dit suffragette. Donc, c'est quand on dit suffragette, elle était suffragette. Et donc, elle voulait vraiment, donc elle est allée à St. Paul's School for Girls, et ensuite the Slade School of Art. Et elle voulait vraiment, c'était cette période-là, c'était le début où les femmes commençaient un peu à avoir une carrière. Et c'était ça. Et aussi, les parents, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Je crois qu'ils ont beaucoup dépensé tout leur argent. Et elle devait aussi gagner sa vie. Donc, c'est comme ça. Et elle était séduite par l'ami de la famille, Commissaire Jevski. Donc, il est devenu son menteur, son amant. Et ils ont travaillé ensemble. Et ça, c'était quelqu'un. Et lui, il avait quitté la Russie en 1919 à cause de la Révolution.
Et alors, vous écrivez que la décennie que Leslie a passée avec le voyageur, celui qu'elle appelait le voyageur, depuis Voyage de l'esprit, fut la période la plus intense et la plus formatrice de sa vie. Donc justement, on ne savait pas qui c'était le voyageur. C'est ça le grand mystère. Toute sa vie, elle était fermée là-dessus. C'est incroyable, elle a eu plusieurs vies, un peu comme un chat. Et elle parlait jamais du passé, comment dire, porte fermée. Elle était dans le présent, dans le futur. Donc, je me suis rendu compte, après son décès, quand on a découvert son portfolio de tous ses dessins, c'est tout ça qu'elle avait fait avec commissaire Jevski, et aussi, elle commençait à m'en parler avant son décès, quand on travaillait sur son livre. Donc, par la suite, que je me suis rendu compte que c'était lui le voyageur. Et aussi, ça rend plus mystérieux. Elle adorait raconter les histoires. Donc, un petit mystère, c'est pas mal. C'est qui? C'est quoi ce voyageur? Ça rend assez... Alors, il était metteur en scène. Alors, vous parlez de Oui. son travail de metteur en scène. Vous appelez la méthode commissaire Jevski. Oui, well, it's Stanislavski. It's the emotions. Comme il faut faire sortir les émotions. C'est ça, c'est Stanislavski method of acting. Parce que son père avait connu tout ce monde. Et ils avaient fondé, there was the Moscow Arts Theatre et tout ça. Mais il y avait la révolution, donc ils sont tous partis. Donc, il a apporté Tchekhov aux Anglais. Donc, il montait des... Tchekhov que fréquentait son père, d'ailleurs, il me semble. Ben, tout le monde, ils étaient tous... Le père de commissaire Jevski. Stravinsky, Tourguenieff, Moussorgsky, tout ça. Mais ensuite, ils sont tous partis. Lui, il est venu à Londres en 1919. D'accord. Mais ensuite, il a beaucoup travaillé le théâtre des Champs-Élysées, à Monte-Carlo. Il y avait tout un... D'après ce que je comprends, j'ai fait des recherches dans les archives ici à Paris, du théâtre, à l'opéra et tout ça. Et aussi, il y avait une soirée, mais un énorme, une soirée Diaghilev au théâtre des Champs-Élysées. C'était tout nouveau, ça. Il y avait le petit studio, le Studio Theatre, Sur le point. Oui, voilà, vous avez, merci. Donc, elle était toute jeune, mais elle a vu tout ça. Donc, elle a écrit là-dessus dans son livre qui vient d'être réédité chez Le Passeur, Voyage au cœur de l'esprit. Oui. Mais ça, c'est le narrative non-fiction. Véronica, une lecture, c'est bien aussi. Commissaire Jevski séduisit Leslie à bord du train bleu, après l'avoir emmenée écouter de la musique tzigane dans un cabaret. Elle le raconta dans Voyage au cœur de l'esprit. Comme je l'aimais. Comme j'aimais les contes du voyageur et la manière dont il faisait vrombir le transsibérien dans la maison. Le lien entre l'amour physique, les voyages et l'imaginaire était bien établi pour toujours. Je saute quelques paragraphes. Voici un extrait sur en fait la partie de la vie de dessinatrice de Leslie. La majorité des dessins originaux de Leslie du portfolio retrouvés concernent 13 personnages de la pièce de Cimarosa, Giannina et Bernardone, un des 3 opéras-ballets de Michel Benoît, donné au théâtre Pigalle pendant la saison mai-juin 1931. Le croquis au crayon représente une femme inconsolable, assise sur un tabouret, tournant le dos à un bar et comporte ces mots. Exemple, Fille de joie, mai-juin 1931, Paris. Alors, je crois que son autre nom aussi était le Don Juan russe. Ah oui, le Don Juan, oui, il aimait bien les femmes, c'est sûr. Oui, d'après ce que il s'était marié plusieurs fois, je crois. Alors, d'où lui venait aussi cette passion pour ce qui était oriental et le monde islamique? Par la suite, commissaire Jevski, il est parti, ça ne marchait plus entre eux, ils ne travaillent plus ensemble. Et elle a travaillé avec le Ballet Rambert, et ensuite dans une agence, la première agence de publicité à Londres, Stewart's Agency, et ensuite chez Vogue. Et c'est à cette période-là, pendant la guerre, qu'elle a rencontré Gary. Donc c'est grâce à lui qu'elle a pu voyager. Donc elle était déjà fascinée par surtout la Russie, la Tartare, l'Afghanistan, all the stands, Afghanistan, Kazakhstan, très lointain, parce qu'il ne faut pas oublier, là, on ne voyageait pas, il n'y avait pas le tourisme. C'était rare de voyager. Donc, c'était vraiment l'imaginaire. Et elle adorait le Sahara. I don't know why she loved the Sahara Desert, but she did. Elle avait truc pour les déserts. Par quel livre conseilleriez-vous de débuter la lecture de l'œuvre de Leslie Blanche? Les Sabres du Paradis, Cœur de l'Esprit? Le lit, elle est connue surtout pour les rives sauvages de l'amour. Ça c'est le portrait de 4 femmes qui se sont libérées
de l'Europe des contraintes conventionnelles, etc., qui sont parties. Donc ça, elle est connue pour ça. Mais les sabres de paradis, ça, c'est une épopée. C'est la Caucase qui est Cherche envahie à par la Russie. C'est les, how do you say, colonial... cherche à Caucasian échapper aux Wars. jeux Jougs russes. russes, Ouais. c'est ça, pardon. Excusez-moi, je bafouille. Donc ça, et c'est... Là, elle a écrit... Ça, c'est finalement quand ils étaient à Hollywood. Elle rédigeait les scénarios de George Cukor, qui était ami, le grand metteur en scène. Donc, c'est très dramatique. Elle était historienne, elle n'a écrit qu'un roman. Mais c'est Un roman de vengeance, un petit peu. c'est la coupe. Ils sont tous, il y a des kidnappings. Oui, le Une tsar. réplique à Lady L de Romain Gary. Oui. Ah non, ça c'est différent. Non, ça c'est le seul roman qu'elle a écrit. Ça c'est L'homme à 9 tigres. Oui. Ça c'est ça. différent. Mais les sabres du paradis, c'est incroyable. C'est l'histoire impériale d'une empire, un peu comme maintenant. Les Russes, ils envahissent un voisin et puis voilà, tout le monde est furieux. Ça. On veut pas. C'est history repeating itself. Ouais, la Tchétchénie. Ouais. Alors, une question importante, c'est en quoi a-t-elle ouvert de nouveaux horizons au récit historique du genre créatif non-fiction? C'est ce qu'on fait surtout pour commencer les journalistes. Donc, plutôt que de raconter, on est né genre the timeline, naissance, etc. On reprend des scènes clés de la vie. You use what fiction writers do. On reprend un peu les techniques des romanciers pour que ce soit plus une histoire, mais c'est basé sur la réalité. Vraiment, et c'est pas comme un roman. Il n'y a pas de l'imaginaire, c'est du vrai, mais c'est la façon dont c'est construit et raconté. Donc, Voyage au cœur de l'esprit, ça c'est du narrative non-fiction, parce que ça se lit comme un roman, mais c'est basé sur toute sa grande aventure avec le voyageur, dont le commissaire Jevski, et à la fin, son amour pour la Russie. Et elle était historienne aussi, elle était fascinée par l'histoire. Donc, Alors, si elle n'a pas vraiment eu d'œuvre romanesque, on peut dire, sa vie quand même était un roman, une sorte de roman slave, on peut dire. Mais elle a écrit sur Pierre Loti quand même. Lui, c'était un grand personnage. Donc, elle était toujours fascinée par les individus vraiment iconoclastes qui sortaient qui étaient vraiment, qui ont, disons, apporté quelque chose de vraiment original au lecteur ou à la vie. Véronica, une lecture, ça bien aussi. En exil, la nostalgie et le souvenir dominent. Leslie, avec son amour pour tout ce qui était slave, fut un lien entre l'homme que Gary aimait à comme son père, le super séducteur du moment, le Mosjukin du cinéma muet. Elle décrivit ainsi l'acteur et commissaire Jevski pendant un voyage à Paris dans son autobiographie « Voyage au cœur de l'esprit ». Affalés sur des divans bas turcs qui faisaient le tour de la pièce, à côté d'eux, le samovar ronflant confortablement, au-dessus d'eux, une des nombreuses icônes serties d'argent qui parsemaient les murs. Romain Gary, ou Katchev comme il s'appelait à l'époque, et Leslie Blanche se marièrent le 4 avril 1945 et fêtèrent leur union chez Prunier de St. James. Ils se rendirent à Budapest pour leur voyage de noces. Anne Scott James, la rédactrice en chef beauté de Vogue britannique et colocataire de Leslie à Chelsea, raconta leur couple dans un roman satirique quelque peu autobiographique, In the Milk. Alors, vous parlez de la rencontre avec Gary. Alors, racontez cette rencontre avec Gary. C'était à Londres? C'était pendant 44. la guerre. Oui, 44. C'était pendant la guerre. Donc, il était avec De Gaulle. Je sais pas, il était blessé. Donc, il était blessé en Égypte, soigné à Haïfa, rapatrié 2 mois plus tard à Londres directement dans un avion de la RAF. Et donc là, il était, De Gaulle, Carlton Terrace. C'est ça, la France libre. Et c'est à ce moment où il y avait une fête pour les résistants. Et aussi Germaine Canova, dont j'ai écrit, ça c'est un recueil de journalisme. Et Leslie aimait bien faire les portraits. Parce qu'après qu'elle a quitté le Vogue, elle a travaillé pour The Leader pendant 1 an. Et c'était une revue consacrée purement pour le cinéma. Donc, elle faisait des profils de Vivian Leigh, de Peter Ustinov, qui était ami de la famille, dont Germaine Canova, qui est vraiment oubliée. Donc, Germaine Canova était intéressante. Elle était comme on connaît Lee Miller ici.
C'était la Lee Miller française. Elle était, she went into the camps, elle était photographe, elle était incroyable, Germaine. Donc vraiment, c'est quelqu'un à redécouvrir. Mais elle a travaillé avec l'armée française, la libération des camps, elle a pris des photos. Donc c'était chez elle, je crois qu'elle a eu la soirée. Et voilà, Gary, là, il y avait c'était un coup de foudre. Et alors, ils étaient complémentaires sur le plan de la création également. Ils avaient une rivalité qui était certaine et accentuée avec les années, mais avant ça, quand même, Ah non, je pense qu'il y avait une complicité, c'était fusionnel. Ils avaient le même humour, oui, ils étaient, et c'est tous les deux les forces de la nature. Elle, c'était une force de la nature, et lui aussi. Oui, c'était des grands amis, et they were complicit, mais bon, finalement, oui, après 18 ans, ça n'a plus marché, mais bon. Il y a une scène très émouvante dans votre livre, c'est les retrouvailles un moment entre les deux. Donc, ça, c'est Mireille m'a raconté. Il dit non au début, quelque chose, et ensuite, si elle veut monter jusqu'à l'appartement, je veux bien quelque chose comme ça. Oui, parce qu'ils ont, après après le divorce, après Hollywood et le divorce, elle a beaucoup voyagé. Elle a fait beaucoup de journalisme, fait Diana Vreeland, et là, elle a beaucoup voyagé en Afghanistan, Afrique du Nord, l'Iran et tout ça. Et c'est dans la dernière période qu'on pouvait voyager. Parce que maintenant, après ça, à partir des années 70, ça n'allait plus. Ça devenait de plus en plus dangereux. Et elle était à Roquebrune à ce moment-là. Elle avait quitté Paris, donc elle était à Roquebrune. Et lui, finalement, il y a eu tous les drames et son mariage, etc. Dans les hauteurs de Nice. Donc, Roquebrune, le petit village où ils avaient une maison à l'origine, en 49, ils ont acheté une maison là. Et ça encore. Vraiment pas de mine, on la voit, c'est comme vous décrivez, 3 carrés de sucre superposés. Mais là aussi, c'était encore, ils sont atterris à Roquebrune parce qu'elle avait une copine anglaise, Evelyn, mariée avec un Russe. Là encore, c'est les maris russes et les anglaises. Donc voilà, et ils voulaient se voir. Et Mireille, qui m'a raconté. Alors Mireille, c'était la fille de Haïda, d'Agostin, qui gardaient un peu l'œil sur leur maison, qu'ils étaient en voyage, ou ils n'étaient plus là, ou ils étaient à Hollywood. Et c'est Mireille qui voulait absolument me raconter, c'est elle qui m'a... Ça, vraiment, quand même, l'a raconté, la réunion de Gary et de Leslie, et c'est très émouvant. Parce que c'était comme deux adolescents. That would have been in the 70s. Probably in the 70s. De nombreuses années après le début. Ah, oui. Ils sont restés amis. Il y avait une période. Non. Au début, c'était terrible, bien sûr. It was bad blood, of course. Mais ensuite, parce que Leslie, quand même, elle était très tolérante. Quand on me demande qu'est-ce que c'est le bohemian, le romanesque, pour moi, c'est la tolérance. On essaie de comprendre les bizarreries, les mœurs, des autres gens, quoi. On essaye d'être tolérant et de comprendre et de regarder ce qu'il y a derrière, plutôt de juger, de critiquer. Elle était incroyable. Mais c'était ça. plus lui qui était jaloux quelque part que elle. Parce qu'elle a eu son succès avant lui, elle lui a eu en 54. Ça, c'est le travail, mais je parle quand même, c'était pas très simple. Avec les rives sauvages de l'amour, et lui disait oui. qu'il écrivait les choses pour les femmes, péjorativement. Non, il l'admirait. Il admirait beaucoup Sabre de Paradis. Il adorait. Il disait ma femme, c'est un numéro. Non. Mais je pense, ça c'est avant son succès. Elle a eu un énorme succès en 54 avec les Rives sauvages de l'amour. Quand ils étaient à New York. Oui, ça c'était à New York. Ouais. Et donc ensuite, il a eu le succès lui. Mais je pense pour un couple, même si elle était historienne, lui romancier, c'est difficile dans un couple de gérer ça. Et elle a eu un énorme succès. Marianne Faithfull, Jackie Kennedy loved her book on loot. Elle avait, parce qu'elle représentait quelque chose d'important pour une femme pendant les années 50. Elle s'est débrouillée quand même, elle était best-seller, elle avait un énorme public. Cy Twombly, quand il y a eu une rétrospective de Cy Twombly at the Tate à Londres, there was a whole Wilder Shores room. Donc c'est vraiment, et aussi elle écrivait vraiment, elle mettait à l'avant les femmes, justement. Et oui, donc lui, il disait ça, mais bon, ça je ne sais pas. Donc voilà. Mais elle était contente qu'il ait eu du succès aussi. C'était mélangé, je pense. Alors il y a un épisode de leur vie qui est raconté dans un livre Monsieur Romain Gary aussi, mais qui est celui de sa vie à Hollywood, leur vie à Hollywood à partir de 56. C'est passé là. Il était diplomate, ils étaient en poste. Donc, c'était la Bulgarie après la guerre, ensuite Berne, ensuite New York.
Et ensuite, ils ont fini à Hollywood, et c'était le grand couple. C'était tous les deux un couple de best-sellers. Lui, il avait eu le Goncourt, et aussi, n'oublions pas, avec ses débuts dans le théâtre, ça c'est important, elle s'est renouée avec ses amis de Londres. Parce qu'à Londres, et même son agent, Robbie Lance, he was in London originally. Et ensuite, il est devenu agent de star. Donc aussi tous ses amis de Londres, Vivian Leigh, she'd known, she interviewed for the leader. Peter Ustinov, sa mère était la copine de la mère de voilà. Et aussi, donc elle s'est retrouvée Cecil Beaton, all the English, c'était the golden age of Hollywood. C'était les années 50. Donc elle s'est retrouvée un peu avec ses amis là, et puis c'était le grand couple. Et aussi, comme lui, il était diplomate, il devait, bien sûr, il fallait dire bonjour aux Français qui passaient, qui étaient de passage, quoi. C'est comme ça, oui. Donc il faisait des dîners, c'était la grande hôtesse. Mais c'est là aussi, on voit dans les photos, on voit qu'il y a une distance, que ça va moins bien. Elle était exceptionnellement belle. Oui, elle était très belle, mais elle était plus âgée que lui. Elle avait 10 ans de plus. Elle était quand même un éclat. Mais je pense que il y a certains hommes qui n'aiment pas l'âge, ça les âgés, de prendre l'âge, ça représente un problème. Véronica, je crois qu'il y a un passage qui illustre bien. Sur le Hollywood. Quand les Gary s'installèrent dans la capitale du cinéma, leur carrière avait déjà décollé. En 1954, Les Rives sauvages de l'amour avait connu un immense succès. Puis, en 1956, ce fut le tour de Romain d'obtenir le prix Goncourt avec Les Racines du ciel, qui militait en faveur des droits des animaux, de l'écologie et de la conservation des sols. Son roman devint un film réalisé par John Huston avec Errol Flynn, Juliette Gréco, Trevor Howard et Orson Welles. De même, Lady L, son roman satirique publié en 1959, fut porté à l'écran en 1961 par Peter Ustinov avec Sophia Loren, Paul Newman, David Niven, Daniel Emilthorpe. Leslie illustra la couverture du livre pour l'édition de Michael Joseph et collabora à la production du film en 1961. Robbie Lance, son agent des stars, qu'elle avait rencontré en écrivant pour The Leader en 1944, prit Gary comme client. Et je poursuis par le petit extrait suivant. Leslie lisait les œuvres de son mari, lui suggérait des changements éditoriaux, bien que ce ne fût pas le genre d'écriture qu'elle appréciait. Toutefois, elle reconnaissait son exceptionnel talent. Gary était exaspéré par son succès et déclarait « Ma femme ne manque pas de talent, mais elle n'écrit que des histoires de femmes. » Cependant, quand parut Les Sabres du Paradis, sa biographie d'Imam Shamil, il lui envoya un mot « Ce livre demeurera un classique de la littérature, avec toute mon admiration. » Son jugement fut partagé par le président de Gaulle, qui lui adressa une lettre de félicitations. Très beau passage. Alors, on parlait de Roquebrune, mais il y a aussi un autre endroit qui est pas très loin de Roquebrune, de Cap-Martin, donc, et qui est à Menton, où elle avait une maison là-bas à Menton, que vous avez bien connue, il me semble, qui était décorée, c'était un cabinet de curiosités avec des influences du monde entier. En fait. Racontez un peu l'ambiance de cette maison. Ah oui, alors elle a quitté Roquebrune, elle a donné la maison à Mireille après son divorce, pour qu'elle ait quelque part pour elle et sa petite fille, et elle a aménagé à Menton. Donc c'était une petite villa entourée de bougainvilléas et des cyprès, c'était magique. Et il y avait des samovars, il y avait des icônes, il y avait tous ces voyages et les portraits. Elle aussi, étant dessinatrice, artiste, elle décorait les meubles. Ses archives maintenant sont à Yale et à New College. C'était une maison incroyable. C'était vraiment avec les divans et les... Oh là là, c'était genre... Yeah, it was like a caverne d'Ali Baba. Alors peut-être qu'on pourrait aussi parler de ses talents de dessinatrice aussi dans Vogue. Ouais. Dessinatrice, c'était avant Vogue, elle était rubrique, donc elle s'occupait pas, c'était pas la mode, c'était la rubrique culture, c'était très différent Vogue à l'époque. C'était pas que la mode, il y avait aussi culture, portrait, c'était très différent. Et aussi il y avait des grands écrivains qui écrivaient pour Vogue aussi. Donc c'était un peu différent là. Donc ça, elle s'occupait de ça. Il y avait pendant la guerre, c'était très important, The War. C'est elle qui écrivait le texte et Lee Miller prenait les photos. Et son texte accompagnait les photos de Lee Miller.
Donc, et comme ça, elle a toujours travaillé comme ça. Plus tard, son texte accompagnait les photos de Henry Clark. Bon, c'était différent, et c'est Diana Vreeland, mais c'est absolument. Oui, c'était copines. Tous ces gens, elle connaissait un monde fou, Leslie. C'était incroyable. Elle était dans le Midi, parce qu'elle voyageait beaucoup. Ses grands amis, c'était Graham Greene, Somerset Maugham, and Henry Clark, the great photographer Henry Clark, le grand photographe. Et elle partait avec Henry faire des grands reportages. Elle a fait un grand reportage pour NBC, I think, dans le monde arabe. Et tout ça, c'est les années 70. Et en Iran, oui, elle a écrit même une biographie de la Shah Banu, mais il y a eu la révolution. Donc ça, c'était pas trop génial pour la publication du livre. Subitement, il y a une révolution. Donc voilà, mais elle adorait l'Iran. Elle disait que c'était une culture. Elle disait toujours, elle voulait rien savoir de la politique, c'était la culture qui ça. Même la Russie, elle voyageait là-bas les années 30, l'Iran plus tard, c'était la culture qui l'intéressait. Donc je crois qu'elle serait écœurée maintenant qu'il y a une telle confusion maintenant entre la culture et la politique. Et alors après, quand elle est revenue à Londres, il y a une vie un peu de privation aussi qui était pendant la guerre. Alors il y a une lettre de Leslie que vous écrivez, la plus longue qu'elle ait écrite, son amie Diana Gould, la beauté éblouissante qui dansait l'Eda avec Freddie Ashlon et qui épousait Yehudi Menuhin. Ça, c'est les années 30. Oui, c'était dur en Angleterre, les années 30. Ouais. C'est une très belle lettre d'ailleurs. Oui, il y en a beaucoup d'autres, mais tous à Yale. C'est la plus longue, je crois. Oui, ça j'aurais aimé inclure plus. Il y a de quoi faire une collection de lettres, c'est sûr. Ah oui, elle est très drôle parce qu'il y a une description, elle prend le train avec commissaire Jevski et il joue Tchekhov in lead. C'est incroyable. C'était les tournées de Tchekhov en Angleterre les années 20, c'est... Bien, je crois que tous les deux, en tout cas, on a pas mal parlé jusqu'ici et je crois qu'il y a au moins une personne qui aura des questions ce soir, mais absolument. Il y en a sûrement d'autres. S'il vous plaît, il faut des questions. Oui, alors, qui aurait des questions alors? Moi, j'ai une question à poser au sujet de la politique et de la culture. Dans Travels in the Mind's Eye, je ne sais pas comment ça se traduit en français. Voyage au cœur de l'esprit. Il y a quand même une accusation dramatique dans la deuxième partie du régime soviétique, de garde Schurm qui dort pratiquement dans sa chambre, enivré avec 5 bouteilles de vodka un soir, pour aller à un rendez-vous d'un informateur qui lui aurait dit où se trouvait commissaire Rejski au fond d'un goulag et elle arrive au fond d'un goulag de Sibérie au terme d'un voyage mais il y a quand même des accusations. Oui, c'était surtout la tyrannie. Elle n'aimait pas aussi la façon dont on traitait. Je me souviens quand Saddam, on l'a vu dans son trou, là, on l'a retrouvé caché dans son trou. Elle m'a dit, c'est pas bien de le traiter comme ça parce que ça va vous revenir vers vous. It'll boomerang. It's not good how we treat. Elle n'aimait pas la politique occidentale, c'est sûr. Mais bon, peut-être, quand on voit comment ça se passe, peut-être qu'elle avait raison d'ailleurs. Elle avait une vision absolument idyllique du monde arabo-islamique. Pour moi, elle, c'était une évasion. And she called herself pink in terms of politics. She said, darling, I'm pink. Pink. L'humour, ça c'est mon fait. Darling d'ailleurs, Self. elle a inventé ses portraits satiriques mais aussi, qui sont... Nancy Mitford, c'était une grande amie. Alors, elle se moquait de elle-même. Elle était très... C'était quelqu'un d'incroyable. Donc c'était pas... C'est peut-être un serbe. Je ne sais pas. C'était pointu. Mais ils l'acceptaient à l'époque. Ils étaient peut-être moins susceptibles. Alors, François, tu as une question? Oui. D'abord, je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé votre livre, qui est très très intéressant. Ah bon, merci. Étape par étape, c'est très intéressant, c'est très bien illustré, c'est très bien tout. Vraiment, c'est un petit objet assez parfait et qui donne très envie de redécouvrir cette femme. Et je me demandais pourquoi. En même temps, je connais un peu l'histoire de l'art et de la littérature. Je sais bien que c'est une succession d'oublis et de résurrections. Et donc alors, Leslie Blanc, je crois que c'était chez De Noël. C'était Héloïse d'Ormesson qui avait réédité. Blanc était à l'époque encore vivante. Oui, absolument, elle était ravie. Mais ma grande déception, c'est que Les Sabres du Paradis, c'est vraiment un livre incroyable. Il
il y a tout ce qu'on veut. Il y a des kidnappings, il y a des harems, c'est dramatique. I don't know. C'est du pur Hollywood on the page. Et ça, it's out of print. Et je suis désolée de le dire, j'en parle avec un éditeur, il me dit oh oui, moi les musulmans, ça m'intéresse pas. Trouvez un éditeur qui aimerait bien le faire. Passeur et de ce livre fait que ça va sans doute donner des idées parce que j'espère. C'est vraiment plus Loti, l'actualité. Loti, ils ont réédité ça. Oui. Et donc tout ça fait qu'il y a une espèce de dynamique qui peut-être pas mort. L'homme aux 9 tigres, ça pour son humour, ça je dis c'est la réplique à Lady L. Parce que là, elle se moque de l'Inde britannique des années 1850 et tous les représentants, les Anglais qui se comportent d'une façon immonde. Et c'est très drôle parce que elle se moque un peu de Lady Florence. Oh, Lady Florence. Et puis her maid, Rosie. Et elle se retrouve sur une île pendant le Indian Mutiny avec un Rao, un grand prince qui a une harem de femmes. Alors, c'est très drôle. Elle se moque de l'Empire, elle se moque des Anglais, elle se moque des mœurs, de tout ce qu'on veut. Et ça, c'était publié par Lafon en 1966. Il y aurait une question de quelqu'un qui connaît aussi bien le sujet, je crois. Vous avez parlé de Nancy Mitford, il y avait un point commun toutes les deux, c'est qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Ouais. Et c'est une question que j'avais pas osé lui poser. J'avais entendu une version qui était que Romain Gary était tellement... Il fallait qu'elle s'occupe de lui tout le temps et qu'il n'aurait pas admis d'avoir... Je pense... Leslie, elle avait eu un enfant très jeune, avec commissaire Jeffsky, et elle a été renvoyée, adoptée, elle avait 17 ans ou 18 ans. Donc ça, j'en parle là-dedans, parce que ça aurait été un scandale, etc. Par la suite, je pense qu'elle a probablement eu des avortements et tout, donc c'est pas trop génial si on va avoir un enfant. Mireille me disait ça, et moi je pense qu'elle aurait aimé avoir un enfant avec Romain Gary, mais elle ne pouvait pas. Parce que, elle était trop âgée, etc., ça ne marchait plus. Et donc, c'est aussi un peu ça, finalement, quand il y a une des maîtresses qui est tombée enceinte, etc., elle voulait un bébé, c'était ravi. Tu vois, il y a ça aussi, il voulait la descendance. Donc, voilà. Donc, elle ne pouvait pas le lui... Ça, c'est une chose, elle lui a beaucoup donné. Elle aimait beaucoup. Hein. Je pense que le commissaire Jeffsky, quand même, c'était le numéro 1, mais elle disait toujours, sur Gary, le voyageur, je l'ai retrouvé en lui. Donc, et elle aimait vraiment. Ça, elle aimait beaucoup. Ça, je le voyais, elle aimait beaucoup. Bien, merci beaucoup. Écoutez, merci.